Jake Arrow est le père désormais accusé de meurtre aux côtés de sa femme Rebecca. Leur fils Emmanuel, 7 mois, reste introuvable et la police affirme son décès. Ils n'ont rien dit lors de leur brève comparution devant le tribunal cette semaine, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo de KTLA, mais Jake s'exprime désormais depuis la prison. Eh bien, son entretien était différent de celui que j'ai eu avec Rebecca, dans la mesure où Rebecca est restée sur sa version selon laquelle elle avait été victime d'une agression et que le bébé Emmanuel avait été enlevé. Et Jake n'a pas dit cela. Je viens de parler au journaliste qui a rencontré en personne Jake Arrow en prison. Ce que Arrow a dit au sujet des accusations selon lesquelles il aurait maltraité Emmanuel jusqu'à la mort, et comment la version de Jake se compare à celle de Rebecca, qui semble toujours affirmer qu'elle a été attaquée et que le bébé a été enlevé. Je reviendrai dans un instant sur ma conversation avec le journaliste du sud de la Californie, probablement la seule personne à avoir parlé à la fois avec Jake et Rebecca Arrow depuis leur arrestation il y a près d'une semaine. Les Arrow sont détenus dans des établissements séparés. Vidéo de KTLA prise au tribunal cette semaine à Riverside, Californie. Les deux parents sont accusés de meurtre et d'un crime pour avoir déposé un faux rapport concernant la disparition de leur fils de 7 mois, Emmanuel. Hier, le procureur du comté de Riverside a déclaré qu'Emmanuel était décédé à la suite de mauvais traitements prolongés. Le dépôt dans cette affaire reflète notre conviction que le petit Emmanuel a été maltraité, victime de violences sur enfant sur une longue période et qu'à cause de ces mauvais traitements, il a finalement succombé à ses blessures. C'est ce que nous pensons. Vous entendrez ce que Jake Arrow a répondu à cela dans un instant. Il y a également eu un rapport publié hier selon lequel Jake Arrow aurait avoué à un agent des forces de l'ordre infiltré en prison, il aurait avoué avoir tué son fils. C'est ce que disait le rapport, issu de la Fondation Uvalde pour les enfants. C'est une organisation nationale à but non lucratif qui a aidé à la recherche d'Emmanuel avant que les forces de l'ordre ne déclarent que les parents mentaient. News Nation a aussi rapporté que Jake Arrow avait avoué avoir tué son fils. Il y avait beaucoup de similitudes entre les reportages de News Nation et ce que disait la Fondation. Mais dans le reportage de News Nation, ils ont dit que Jake Arrow avait avoué à cet informateur s'être retourné dans son lit et avoir tué Emmanuel de cette façon avant de jeter son corps à la poubelle. Au début de la conférence de presse hier, le procureur du district de Riverside a dit qu'il était important pour lui de s'exprimer parce que les Arrow avaient été les premiers à parler dans cette affaire. Ils sont passés à la télévision le 14 août. Voici la vidéo selon KABC. Siège auto. Et je l'ai allongé pour pouvoir préparer ses couches. Quelqu'un a dit « Oh là, c'est tout ce que je me rappelle. » Celui qui a pris notre fils. S'il vous plaît, rendez-le-nous. Les Arrow semblaient former un front uni jusqu'à leur arrestation vendredi dernier. Voici une vidéo du bureau du shérif du comté de San Bernardino montrant les adjoints arrêtant les Arrow. Mais il semble maintenant qu'il y ait un changement dans ce que chacun d'eux dit depuis qu'ils sont en prison et séparés. Brian Rocos a parlé à Rebecca Arrow dimanche dernier en prison. Il travaille pour le Southern California News Group. Il dit que Rebecca lui a raconté qu'elle avait été agressée sur un parking à Yacapa, en Californie, et qu'Emmanuel avait été enlevé. C'est la même histoire qu'elle a racontée lors de l'interview à la chaîne locale et à la police le jour où elle a déclaré qu'Emmanuel avait été enlevé. Il est important de noter que les forces de l'ordre pensaient qu'Emmanuel était décédé dès le 5 août, ou autour de cette date, soit environ 10 jours avant le reportage dans lequel Rebecca et Jake ont affirmé que Rebecca avait prétendument été agressée sur ce parking à Yacapa. Mais ce même jour où Brian Rocos a parlé à Rebecca Arrow en prison, Jake Arrow se trouvait dans un champ avec des adjoints du shérif qui recherchaient Emmanuel. Voici une image selon KABC. On ignore toujours pourquoi Jake Arrow était avec les adjoints dans ce champ, à 22 minutes de chez lui, près d'une autoroute. Les forces de l'ordre ont déclaré qu'elles n'avaient pas trouvé les restes d'Emmanuel ce jour-là et qu'elles ne possèdent toujours pas les restes d'Emmanuel à l'heure actuelle. Jake Arrow, cependant, s'exprime depuis la prison. Il a accordé une interview au même journaliste, Brian Rocos, la personne qui a parlé à Rebecca Arrow dimanche. Et j'ai parlé à Brian de ce que Jake Arrow lui a dit il y a peu de temps. Le journaliste Brian Rocos du Southern California News Group nous rejoint. Vous pouvez lire son travail sur pressenterprise.com et il vient de parler avec Jake Arrow en prison.
Excellente interview, Brian. Merci d'avoir pris autant de temps avec nous sur Law and Crime. Que vous a confié Jake Arrow en prison? Eh bien, son interview était différente de celle que j'ai faite avec Rebecca, car Rebecca est restée sur sa version selon laquelle elle avait été victime d'une agression et que le bébé Emmanuel avait été kidnappé. Et Jake n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il y avait eu un enlèvement, il n'a pas dit non plus qu'il n'y en avait pas eu. Il a seulement dit que Vanessa était innocente. Et je lui ai demandé directement, « Es-tu responsable de la disparition d'Emmanuel ?» Et tout ce qu'il disait, c'était « Eh bien, je ne peux vraiment pas en parler sur les conseils de mon avocat. » Il ne savait pas que plus tôt dans la journée, Mike Hestrin, le procureur du comté de Riverside, avait déclaré qu'il pensait qu'Emmanuel était mort à la suite de mauvais traitements continus. Alors, j'ai dit à Jake ce que le procureur avait déclaré et il a répondu « Ce n'est pas du tout vrai. » Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est « Y a-t-il eu une forme de maltraitance à court terme ?» Je lui ai demandé s'il y avait eu un accident. Vous savez, je lui ai donné beaucoup de pistes à explorer et il ne voulait tout simplement pas en parler du tout. Alors on se demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» En fait, la grande question que tout le monde se pose est « Qu'est-il arrivé au petit Emmanuel ?» Et il accepte cette interview? Et pourtant, quand vous posez cette question, vous obtenez en quelque sorte une non-réponse, vous savez, en se basant sur des conseils juridiques et tout ça. Pourquoi pensez-vous qu'il a accepté l'interview? Eh bien, il semblait être quelqu'un qui aime parler. Il avait des sujets à aborder, et la façon dont j'aborde ces interviews, c'est toujours « J'aimerais raconter votre version de l'histoire dans notre journal ». Et pour beaucoup de gens, c'est tout simplement irrésistible, surtout quand ils ont l'impression d'avoir été lésés, ou parfois quand ils pensent pouvoir dire quelque chose qui leur serait favorable. Mais ce dont il voulait vraiment parler en détail, c'était de sa condamnation en 2023, où il a plaidé coupable de cruauté volontaire envers un enfant. Et je n'ai pas mis grand-chose dans l'article simplement parce que je n'allais pas pouvoir obtenir l'autre version de l'histoire, mais il a vraiment chargé sa femme de l'époque, Vanessa, à propos de son rôle possible dans les blessures très graves de leur fille, Carolina, qui essaie maintenant alitée de façon permanente. Jake avait dit qu'il baignait le bébé et qu'elle lui avait échappé des mains, se cognant la poitrine contre la séparation de l'évier. Et qu'à ce moment-là, il ne semblait pas qu'elle soit blessée. Plus tard dans la nuit, Vanessa l'a réveillée pour lui dire que quelque chose n'allait pas avec le bébé. Et il a touché ses côtés et il a senti un crépitement. Et c'est une description qui figurait dans les documents du tribunal. Et c'est la description qu'il m'a donnée hier. Et il a fait diverses accusations contre Vanessa sur son aptitude à être mère et sur la façon dont elle s'est comportée cette nuit-là. Et il a clairement indiqué qu'il se considérait comme innocent. Il a clairement indiqué qu'il voulait que l'affaire soit jugée, mais qu'il avait l'impression d'avoir été poussé à accepter un accord de plaidoyer. Et il pensait que la peine de 180 jours de travail d'intérêt général, où vous vous présentez à la prison puis vous êtes relâché le soir après avoir ramassé des déchets ou autre, ainsi qu'une peine de prison de 4 ans avec sursis, était juste. Selon ses propres mots, il a dit que le juge pensait qu'il était innocent. Maintenant, je prévois d'obtenir la transcription de cette audience et de découvrir exactement ce qui a été dit. Oui, car hier, lors de la conférence de presse, le procureur du comté de Riverside avait une opinion totalement opposée sur les faits et a affirmé que le juge avait même dit que Jake Arrow avait eu de la chance. Et vous savez, cet incident s'est produit en 2018 et l'affaire a été réglée en 2023, ce qui était une chronologie intéressante. Quand vous avez parlé avec Jake Arrow en prison, qu'est-ce qui vous a marqué dans son langage corporel? Il transpirait, il s'essuyait le visage. Bien sûr, il est en prison et il fait près de 40 degrés là-bas à Banning. Donc, je ne sais pas quel genre de climatisation il avait là-dedans. Il n'avait pas l'air effrayé. Il n'avait pas l'air inquiet. Il semblait surtout vouloir faire passer son message.
à savoir qu'il avait l'impression que le procureur et les autres enquêteurs partaient du principe que, simplement parce qu'il avait été condamné en 2023, alors forcément il devait avoir tué le petit Emmanuel. Il a l'impression qu'ils ont tiré cette conclusion sans preuve. Et c'est ça qui l'inquiète. Mais il voulait vraiment s'exprimer clairement. Est-ce qu'il a, vous savez, même s'il donne un peu le genre de réponse, sur les conseils de mon avocat, je ne peux pas vraiment parler de ceci, parler de cela. Et puis parfois, pour moi, lors d'une interview, vous savez, peut-être que vous essayez de prendre une direction, vous partez à gauche et ils disent « non, pas par là ». Et puis peut-être qu'il y a d'autres petits éléments que vous pouvez essayer de dévoiler. Par exemple, est-ce qu'il a donné le moindre indice qui t'a marqué par rapport à ce qu'on a entendu? Tu sais, il est passé à la télé en disant « s'il vous plaît, ramenez mon fils à la maison ». Et maintenant, il est en prison. A-t-il dit quelque chose qui t'a marqué ou aidé à comprendre sa version des faits ou non? Il sait évidemment ce qui s'est passé. Évidemment, enfin, il a reconnu que ce sont des accusations très graves. Il a reconnu que les personnes qui réclamaient en sa tête les gens sur les réseaux sociaux. Il n'a vraiment pas dit grand-chose à propos de la reprise des recherches. Vous savez, on a eu des versions différentes. Il coopérait, puis il ne coopérait plus selon la personne à qui vous parliez. Et il a dit qu'il coopérait pleinement. Et cela rejoint ce que le shérif du comté de San Bernardino, le shérif du comté de San Bernardino, Shannon Dicas, a déclaré lors de la conférence de presse à propos de ce qu'ils avaient reçu. La coopération des suspects. Donc, si cela incluait Jake Harrow disant « j'ai enterré le bébé près de l'autoroute », je ne sais pas. Jake ne voulait pas aborder. Comment il s'est retrouvé avec les enquêteurs là-bas, dans les Badlands, comme on les appelle, sur cette colline broussailleuse? On dirait qu'il y a quelque chose qu'il ne dit pas. Et c'est plus que simplement, Emmanuel a été kidnappé, mais je ne peux pas aller aussi loin pour l'instant. Oui, car hier, il y a eu le grand reportage de News Nation et l'association à but non lucratif, la Fondation Uvalde pour les enfants, nous avait contactés. Elle était impliquée dans la recherche au début, puis ne l'était plus. Et puis, vous savez, dans les deux cas, ça semblait très similaire. Il y avait cette confession en prison, disait-il, l'informateur, un informateur Perkins dont je n'avais jamais entendu parler, qui, selon le rapport, s'assoit avec Jake Harrow. C'est un agent des forces de l'ordre qui lui dit que, d'après le rapport, Jake a dénoncé Emmanuel. C'est comme ça qu'il est mort. Et ensuite, ils ont mis le corps d'Emmanuel à la poubelle. Les forces de l'ordre ont rejeté cela et ont dit que ce n'était tout simplement pas vrai. Quelque chose vous a-t-il marqué dans votre échange avec lui ou lors de la couverture de l'histoire quand elle a fait la une hier? Oui, je n'étais pas au courant de ces rapports au moment où j'ai parlé avec Jake, mais en regardant les rapports, l'un d'eux disait apparemment que Jake avait, vous savez, qu'ils avaient tué Emmanuel et qu'ils l'avaient mis à la poubelle. Et l'autre version dans cette émission, venant de la même personne, était que Jake avait enterré Emmanuel dans une zone rurale. Et le journaliste a dit qu'il avait vérifié, revérifié avec ses sources et qu'il croyait que les deux versions étaient de vraies. Ce qui est étrange, c'est que les deux ne peuvent être vraies, c'est l'une ou l'autre. Et maintenant, les forces de l'ordre disent qu'aucune des deux n'est correcte. Donc, vous savez, tout revient au fait que lorsque les gens utilisent bien des sources non identifiées pour obtenir des informations, il faut vraiment réfléchir sérieusement à la véracité de ces informations. Je veux dire, nous, au sein du Southern California News Group, nous sommes vraiment réticents à utiliser des sources anonymes, à moins que nous sachions que la personne est directement en position de savoir. Et c'est quelque chose que nous pourrions peut-être confirmer plus tard. Donc, c'est difficile pour les gens, comme vous l'avez vu avec tous les vlogueurs et blogueurs, les enquêteurs amateurs en ligne et ainsi de suite, qui avancent dans leur propre théorie sur ce qui se passe, et les particuliers qui essaient d'organiser des battues. Il est très difficile pour le public d'être patient et d'attendre que les forces de l'ordre fassent leur travail et aillent au fond des choses, ce qu'ils finiront par faire. Donc, c'est juste qu'ils veulent des réponses tout de suite. Ils les veulent maintenant. Et puis, ils commencent à inventer des choses quand
Ils n'ont pas les réponses immédiates qu'ils souhaitent. Et quand nous entendons les forces de l'ordre raconter ce qui s'est passé, il y aura toujours des gens qui ne le croiront pas que, vous savez, probablement que deux faits seront probablement trop ennuyeux pour eux. Et une théorie sophistiquée sera un peu plus excitante et crédible pour eux. Donc, nous essayons d'être aussi responsables que possible sur ce genre de choses. Oui, je sais que j'apprécie cela, surtout en n'étant pas en Californie et en essayant de comprendre, puisque cette histoire s'est déroulée sur les réseaux sociaux comme nous l'avons évoqué. De tant de façons que beaucoup d'autres histoires ne l'ont pas fait par le passé. C'était intéressant que Jake ait dit que Rebecca était innocente, qu'il soutient sa femme, et pourtant leurs versions sont quelque peu différentes. Qu'a-t-il dit à propos de sa femme? Il a dit que c'est une belle femme qui ne ferait jamais de mal à un enfant et qu'elle aimait ses enfants. Voilà ce que Rebecca a dit sur Jake. Excellent père, excellent mari, il ne ferait jamais de mal à ses enfants. Et en ce moment, évidemment, le bureau du procureur dit quelque chose de complètement différent. Quand Jake a dit que Rebecca est innocente, ça m'a un peu fait comprendre qu'il avait des informations, qu'il savait ce qui s'était passé avec Emmanuel et que peut-être elle n'avait rien à voir avec ce qui s'est réellement passé, mais il n'était pas prêt à dire ce qui s'est vraiment passé. Donc, mais encore une fois, il ne l'a pas fait. Il n'est pas revenu sur l'accusation d'enlèvement, ce qu'il aurait facilement pu faire. Qu'est-ce que tu en penses? Et tu sais, ce sont les seuls à savoir, non? Et mais tu sais, tu es probablement la seule personne qui a parlé aux deux depuis cette première, tu sais, interview télévisée qu'ils ont faite, où, tu sais, elle maintient, tu sais, la version qu'elle a donnée selon laquelle cette agression a eu lieu alors que la police dit que non. Et puis lui, on dirait que, comme tu l'as dit, il a certaines informations. Qu'est-ce que tu penses des différences dans leur récit et de ce qu'ils t'ont dit? Eh bien, pour commencer, cela me dit que le bureau du shérif a fait son travail et a empêché les Harrows de se voir. Ils sont dans des prisons différentes. Lorsqu'ils étaient au tribunal l'autre jour, Rebecca était assise dans le box des jurés tout à fait à droite de la salle et Jake était assis sur une chaise près de l'endroit où les détenus entrent et sortent, ceux qui sont en garde à vue tout au fond de la salle. Et Jake a dit « Tu sais, on leur a dit de ne pas se parler. » Donc, très clairement, ils n'ont pas été en contact depuis les arrestations pour faire en sorte que leurs histoires concordent, s'ils sont effectivement coupables. Dès le début, ils avaient une version sur l'enlèvement à laquelle ils s'en tenaient, mais maintenant il semble que ce ne soit plus vraiment la version officielle pour eux deux. Plus maintenant. Est-ce que quelque chose t'a frappé, tu sais, quand ils sont entrés au tribunal en supposant que c'est la première fois qu'ils se voient depuis leur arrestation? Et à propos de la façon dont ils se sont regardés ou de leurs interactions? Ouais, pas vraiment, et franchement, cette audience a duré à peine 3 minutes, donc il n'y avait pas beaucoup de temps pour ce genre de choses. Ils ont reçu des instructions. Ne faites aucun signe, regard, sourire, clin d'œil, hochement de tête ou geste similaire envers quelqu'un. Et ils ont été laissés sortir séparément. Donc, je ne pense pas que je ne les ai pas vus se reconnaître mutuellement. Rebecca était un peu sur le côté de la pièce et Chris, ou excusez-moi, Jake était plutôt vers le fond de la pièce. Donc, ils ne se regardaient pas directement. Ce serait un peu comme ça. Et maintenant, Jake me l'a dit, et c'est dans l'histoire. Il y aura plus de détails dans l'histoire en ligne. C'est qu'après avoir été libérés de la salle d'audience, ils sont descendus par des ascenseurs séparés. Ils se sont retrouvés plutôt proches dans la zone de détention et il a essayé de lui crier « Je t'aime ». Et d'après Jake, un adjoint l'a jeté au sol comme une poupée de chiffon. Et j'ai demandé au service du shérif s'ils voulaient commenter ce récit et ils ont refusé de le faire. Donc, évidemment, le service du shérif prend ça très au sérieux et essaie de les tenir à l'écart.
Donc, il sera intéressant de voir à l'avenir si s'ils vont avoir des avocats séparés, si les avocats vont travailler ensemble ou si l'un des deux camps se retourne contre l'autre. Jake a-t-il dit quelque chose? Je me souviens que son avocat, le même qu'en 2023 lors de la condamnation, avait donné quelques interviews. Est-ce que c'est toujours son avocat ou... Ce n'est pas son avocat pour l'affaire pénale. D'accord. Le bureau de l'avocat commis d'office du comté de Riverside les représente tous les deux. Et comme le bureau de l'avocat commis d'office fonctionne comme un cabinet d'avocats, un cabinet ne peut pas représenter deux clients dans la même affaire. Donc, le bureau de l'avocat commis d'office, l'un d'eux représentera l'un d'eux. Et ensuite, il y aura un avocat commis d'office provenant du secteur privé pour l'autre. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas qui va représenter qui en tant qu'avocat. Ma dernière question, inspirée par la conférence de presse d'hier, quand le procureur a été interrogé sur le lieu où se trouvait le corps d'Emmanuel, il a répondu, sans citer précisément, qu'ils en avaient une assez bonne idée. Il l'ignore. Il a cependant précisé « Je ne dis pas savoir où il est, mais j'ai une bonne idée de l'endroit. Qu'en pensez-vous » Cela signifie que, je veux dire, quelques possibilités logiques sont que Jake a dit « Eh bien, j'ai enterré le corps ou j'ai jeté le corps sur le bord de l'autoroute et je ne suis pas vraiment sûr de l'endroit. » Je pense que si tu avais enterré le corps, ce serait un événement assez marquant et qu'il serait capable d'indiquer un endroit précis. C'est juste une sorte de supposition. Une autre possibilité, c'est qu'ils aient bien son téléphone. Donc, je suis sûr qu'ils ont triangulé ses déplacements en analysant les relevés de son téléphone portable. Et il est possible qu'ils aient une zone générale où, dans cette zone rurale, cela pourrait indiquer qu'il est resté dans cette zone générale pendant peut-être 1 heure ou quelque chose comme ça à une date précise, alors qu'il n'y a absolument aucune raison pour que quelqu'un s'arrête là à moins que sa voiture ne tombe en panne. Donc, c'est pourquoi il pouvait avoir une idée générale de l'endroit où c'était. Et nous ne sommes au courant d'aucun autre endroit où les enquêteurs ont effectué des recherches. Bien sûr, ils ne nous le disent pas toujours. Cette fouille l'autre jour a été révélée parce que des gens appelaient et disaient aux médias « Hey, il y a 12 voitures de police arrêtées sur le bord de la route sur la Highway 60. Et il y a un gars en combinaison de prison rouge là-bas. » Donc, vous voyez, ils ne pouvaient pas vraiment nier ce qui se passait. Michael Hashtrain, actuellement très médiatisé au niveau national, est procureur du district depuis 2014. Qu'attendez-vous de lui dans la poursuite de cette affaire? Eh bien, il est en fait personnellement sorti de son bureau pour poursuivre une affaire de meurtre sans corps l'année dernière. Et il a gagné. Il avait l'avantage de disposer de messages, textes incriminants et d'images de vidéosurveillance. Et donc, il a pu gagner cette affaire, je pense, assez facilement. Il y a eu très peu de délibération du jury à ce sujet, si je me souviens bien. Quelle preuve il a dans cette affaire, je ne sais pas. Nous attendons qu'une déclaration rédigée pour obtenir un mandat d'arrêt soit publiée afin que nous puissions voir quelle preuve il a dans l'affaire. Mais il semble qu'il ait peut-être moins d'éléments à exploiter. Mais je pense que, étant donné qu'il s'agit d'une affaire nationale, je ne sais pas si Mike Hestern tiendra des conférences de presse quotidiennes ou quelque chose comme ça, mais il est chargé d'un procureur adjoint, un poste vraiment, vraiment haut placé, de poursuivre cette affaire. Donc, il va tout faire pour gagner, ne rien laisser au hasard et s'assurer qu'il y ait une condamnation. Soyons honnêtes, c'est un élu, un homme politique. Il y a eu quelques cas dans le passé où il a évité de poursuivre des gens en envoyant les affaires devant le grand jury.
Il y a eu une affaire très médiatisée où un policier du Los Angeles Police Department hors service a tiré sur un homme non-verbal et ses parents dans un Costco après que l'homme non-verbal l'a frappé. Et Mike a transmis cela au grand jury, même s'il aurait pu porter plainte lui-même contre l'officier. Et il y a eu pas mal de grognements à ce moment-là, certains se demandant s'ils ne renvoyaient pas l'affaire devant le grand jury pour éviter de risquer de perdre le soutien des syndicats de police en poursuivant un policier. Donc, mais celle-ci semble assez simple. Cela paraît sans risque politique. Une poursuite agressive ne pourrait que l'avantager. Et à en juger par la personne à qui il a confié l'affaire, c'est ce qui semble être sur le point d'arriver. D'accord. Non, c'était juste une partie intéressante avec des informations et un grand développement, mais ce n'était pas directement lié à ce que nous savons, tu vois, et ce sont les possibilités évoquées. C'est juste, tu sais, une affaire fascinante, mais tellement triste. Je pense que la plus grande question, c'est simplement où est Emmanuel et que lui est-il arrivé? Brian Rocos, journaliste du groupe de presse sud-californien. Vous pouvez lire son interview avec Jake Harrow ainsi que son interview avec Rebecca Harrow sur pressenterprise.com. Merci pour votre temps. Nous l'apprécions. Avec plaisir, n'importe quand. Jake et Rebecca Harrow doivent comparaître de nouveau devant le tribunal le 4 septembre, jeudi prochain. C'était On the Case par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. À bientôt.